Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose une petite revue de l'actualité du marché en bourse, comme à notre habitude, et cela à travers ma vision des choses, car comme je le dis souvent, je pense que c'est toujours important de prendre différentes visions pour au final se forger sa propre opinion. On va parler des actualités en bourse, d'inflation, du moral et de la consommation des ménages, et comme d'habitude, je vous fais un petit mot à la fin sur comment j'adapte ma stratégie par rapport à la situation actuelle, et donc sur ce, je vous propose de suite de passer sur l'écran. Donc tout d'abord, je voulais regarder le S&P 500. Donc on voit que depuis en gros fin décembre, début janvier, jusqu'à il y a environ 3-4 semaines, donc début mai, on a eu une très forte baisse. On a même touché légèrement sous les 20%, mais on n'a jamais clôturé à moins 20%, donc on n'est jamais passé en bear market sur le S&P 500. Et là, si on regarde, depuis cette semaine, on a eu enfin une remontée, et pas une petite, on a fait plus 9%. Et d'ailleurs, comme on le verra un petit peu plus tard, on avait eu de très longues semaines de baisse. Là, si on regarde depuis en gros fin mars, on a eu 2 mois de baisse presque permanente, et là, on a remonté. Et si on va voir le Nasdaq, on a exactement la même chose, c'est-à-dire que depuis à peu près les mêmes dates, on a baissé de 30%, et là, par contre, cette dernière semaine, on a fait plus 10%. Donc on voit clairement une grosse volatilité. Cependant, ça ne veut clairement pas dire que le marché ne va pas continuer à baisser. Et en parlant de volatilité aussi, je vous invite à aller regarder des actions comme Google, Amazon, Tesla, même des grosses boîtes du coup. Et clairement, on a eu des volumes et des mouvements assez impressionnants sur ces dernières semaines, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc clairement, grosse volatilité sur les marchés, ça pourrait tout à fait continuer. Et pour parler justement que ça pourrait continuer, je voulais notamment vous montrer le S&P 500 lors de la crise de 2007-2009. Et clairement, si on regarde, donc on voit que la baisse, en gros, elle avait commencé en octobre 2017, et ensuite elle a continué tout en bas jusqu'à mars 2009. Et si vous regardez en détail, en fait, vous voyez qu'on a eu des belles jambes de baisse. Si on va regarder en pourcentage, vous voyez, voilà, on baissait de 11%, on a repris. Ensuite, on a eu une très forte baisse. Si on part d'ici, on voit on a baissé de presque 20%, puis ensuite on est remonté ici. Ensuite, après avoir fait moins 20%, on en a repris 14%. Donc ensuite encore une baisse, une remontée. Et là, on a le gros crack qui arrive, où on est tombé, si on regarde, de 50% en gros. Et ensuite seulement, on a repris ici après mars 2009. Donc si vous voulez, ce que je veux vous expliquer, c'est que si on zoome sur ces graphiques, on va voir que des moins 20% plus 10%, comme on a actuellement sur le S&P 500, et ben c'est normal, et ça ne veut pas du tout dire que la baisse ne va pas continuer. Et de façon générale, en fait, les baisses sur le long terme, elles peuvent se faire sur de longues périodes. Ça peut durer plusieurs mois, plusieurs années, et on peut avoir des jambes de reprise, avoir des faux rebonds, et après repartir de plus belle à la baisse. Donc rien d'étonnant là-dessus. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on voit qu'effectivement, là, on parle d'une losing streak qu'on n'avait pas eu depuis très longtemps, avec une forte baisse pendant de nombreuses semaines. C'est ce qui vient de se passer. Cependant, ça ne veut pas du tout dire qu'on va repartir à la hausse, et on pourrait être très bien sur une reprise de quelques jours, voire quelques semaines, avant de repartir de plus belle à la baisse. Alors après, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas remonter, on pourrait très bien repartir à la hausse, et ça, on ne sait pas. D'ailleurs, pour information, on a clairement pour moi des bonnes nouvelles, notamment sur l'inflation. Je regardais un article justement où on disait que, en gros, l'inflation sur le core inflation, il est en train de baisser a priori, mais en fait, ça n'inclut pas l'alimentation et ça n'inclut pas l'énergie. Et c'est quelque chose que regarde la Fed, parce que comme ils le disent tout le temps, ben eux, même s'ils montent les taux directeurs, et ben comment ça s'appelle, l'énergie, ils peuvent pas y faire grand-chose, parce que c'est vraiment l'offre et la demande, et monter les taux, à part sur le très long terme, faire baisser la consommation des gens, prendre moins la voiture, ça va donc baisser un peu les prix s'il y a moins de demande, mais sur le court terme, ils n'ont aucun moyen d'agir, et de la même façon, ils ont très peu de moyens d'agir sur le court terme, sur tout ce qui est alimentaire. Par contre, ils peuvent agir énormément sur le court terme, sur tout ce qui est les dépenses en augmentant les taux, c'est-à-dire que les gens peuvent faire moins de crédit à la consommation, ils peuvent agir sur l'immobilier, s'ils remontent les taux, pareil, ça peut faire baisser l'immobilier. Donc globalement, un ralentissement de l'inflation, c'est quand même un bon signe, et ça veut dire que sur le court moyen terme, plutôt moyen terme, et ben peut-être que les banques centrales elles vont décider de ne pas autant remonter les taux, peut-être de se calmer un petit peu, et ça peut aussi faire repartir l'économie, parce que eux ils n'ont aucun intérêt à ralentir de trop l'économie. Encore une fois, ils cherchent tout le temps un équilibre entre inflation et croissance de l'économie, ils visent tout le temps le 2%, et c'est pour ça qu'ils remontent les taux, parce que clairement on est trop élevé en ce moment. Et donc ce sujet de l'inflation il me permet de rebondir sur plusieurs choses. Notamment, il faut bien se rappeler que quand on dit qu'on a l'inflation qui ralentit, ça ne veut pas dire que les prix baissent, hein. Ça veut juste dire que les prix montent moins vite. Alors c'est toujours une bonne chose parce qu'on cherche tout le temps à avoir une inflation plus basse, que là elle est beaucoup trop élevée, les banques centrales veulent
être autour de 2%. Mais bon, ça n'empêche pas que les prix continuent à monter et ça se ressent notamment au niveau du moral. Bon, là, dans le cas des Français sur cet article. Et clairement, bah, l'inflation, elle n'aide pas sur le moral. Et moi, je le vois au quotidien. Les prix qui montent, les gens, ça les désespère. On a plus d'épargne qui se crée. Et ça, on peut le voir aussi, notamment si j'ai regardé la dernière fois un article où on voyait que l'épargne des Français n'a fait que d'augmenter. Les livrets sont remplis de plus en plus. Et donc, tout simplement, on a une baisse des liquidités qui se déplacent, entre guillemets. Donc, on a une baisse de la circulation des liquidités. Et tout simplement, bah, les gens, ils sont pas bêtes, en fait. En cas de temps difficile, et bah, tout simplement, ils se préparent, ils mettent plus de côté et ils sont pas non plus inconscients. Et d'ailleurs, moi-même, je fais la même chose inconsciemment, c'est-à-dire que bah, je suis plus prudent sur mes dépenses, j'augmente mes revenus en jouant sur plusieurs tableaux et je rentre sur le marché en bourse plus tranquillement aussi. J'appuie pas sur la pédale comme un fou, bien au contraire, j'y vais assez prudemment et j'essaie de voir venir les choses parce que clairement, la baisse, elle n'est pas finie, ça pourrait continuer. Et dans la même façon, clairement, bah, la situation, on n'en est pas sorti de l'auberge, ça peut continuer. On voit aussi que les prix de l'alimentaire augmentent, ça va mettre un sacré trou dans le budget des Français notamment. Et on voit aussi commence à parler d'augmentation de salaire. Alors, on voit que un ministre a parlé de demander aux entreprises d'augmenter les salaires. Et de façon générale, et bien clairement, toutes ces situations, ça va créer des changements. C'est-à-dire clairement que par exemple, si on a l'inflation qui continue à monter, ben, les gens vont moins dépenser. Donc ça veut dire qu'on peut avoir la demande qui baisse et l'offre qui stagne, voire même qui remonte, on l'espère, si on arrive à régler tous ces problèmes de supply chain, de chaîne d'approvisionnement. Et donc sur le moyen terme, eh ben, ça peut clairement améliorer les choses en réduisant l'inflation. Par contre, sur le court terme, il y a des sacrés problèmes. C'est-à-dire que si les salaires augmentent et qu'en plus il y a moins de dépenses, donc les entreprises vendent moins, eh ben, on peut très bien rentrer en récession. On en parle déjà aux États-Unis, on a eu un trimestre qui était négatif en termes de croissance. L'Europe, en France, on était à zéro. L'Asie, la Chine a eu une croissance ce trimestre très très faible, je crois 2,3%, ce qui est historiquement bas pour eux, on n'a pas vu ça depuis très nombreuses années. Et donc clairement, un ralentissement de l'économie n'est pas du tout impossible. Et ralentissement de l'économie peut amener à perte d'emplois, à détruire des emplois parce que les entreprises elles sont endettées et elles ne peuvent pas payer si elles vendent moins. On a aussi clairement une boucle qui pourrait se mettre en place entre l'inflation et les salaires. Pour l'instant, c'est pas le cas a priori. On espère que ce sera pas le cas parce que c'est quelque chose de terrible, parce que du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, on va vraiment espérer que ça n'arrive pas. Et donc voilà, clairement, on pourrait se trouver dans une situation sur le moyen terme qui n'est pas top. Alors évidemment, comme vous le savez, moi je suis foncièrement positif et sur le très long terme, je suis persuadé qu'on y arrivera et que l'inflation va baisser, que le business va repartir, que les salaires vont augmenter comme on en parlait dans cet article. Mais clairement, sur le moyen terme et court terme, je ne suis pas non plus serein. Et c'est pour ça que, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs, et vous, j'en suis certain aussi, eh ben, je prends mes précautions, je suis un peu prudent et puis je travaille plus, j'agis énormément pour me mettre dans une situation la meilleure possible parce que clairement, eh ben, comme on le disait, effectivement, la bourse peut très bien continuer à baisser si on revient sur ce graphique, mais il n'y a pas que la bourse, hein. On peut aussi très bien avoir des pertes d'emploi. C'est toujours important de multiplier ses sources de revenus, de se mettre à l'abri. Donc voilà, clairement pour moi, ce que je dirais, c'est prudence sur le court terme. On ne sait pas vraiment ce qui peut se passer. Alors maintenant, la question c'est, ben, est-ce que ça change quelque chose pour moi? Eh ben, je dirais que oui et non. Alors tout d'abord, ben, j'adapte ma stratégie, mais je conserve les bases de ma stratégie. C'est-à-dire que par exemple, je ne suis pas capable de trouver le point bas en bourse. Donc je ne joue pas à ce jeu. Cependant, j'investis tout de même chaque mois sur les ETF et les actions individuelles parce que ma stratégie, c'est vraiment d'avoir un horizon long terme, d'investir sur le long terme. Par contre, ça demande vraiment de se contrôler émotionnellement et de ne pas vendre dans un mouvement de panique notamment et de bien connaître ces entreprises, ces ETF pour être certain de ce qu'on fait pour justement être capable de tenir en cas de coup dur. Après, évidemment, ben, par exemple, du coup, moi, je m'amuse pas à faire des rotations de secteurs, à aller vendre de la tech comme il y en a certains qui en parlaient il y a 2 mois, on a vu ça même dans les journaux, pour aller acheter des actions anti-récession, avoir des consumer staples, etc. Et au final, 2 mois plus tard, ça fait 2 semaines qu'elles tombent aussi en bourse et tout le monde, ben, au final, tombe. Et ça, à mon avis, ben, c'est clairement du trading si on le fait sur le court terme. Après, évidemment, si c'est pour le long terme, si c'est les entreprises qu'on apprécie, eh bien, pourquoi pas les acheter pour le long terme. Par contre, il faut avoir conscience que ça peut être des mouvements émotionnels et qu'il faut être très prudent là-dessus parce que clairement je pense pas que le trading soit fait pour tous, c'est un vrai métier et je pense que tout le monde n'est pas capable de le faire. L'autre façon d'agir qui n'est pas la mienne et que je respecte cependant beaucoup, c'est tout simplement tous ceux qui se sentent pas émotionnellement d'aller prendre des marchés comme ça en pleine face, et ben c'est possible de sortir du marché quand on est presque au plus haut, on sait qu'on n'arrivera jamais à sortir au plus haut et c'est aussi possible de commencer à re-rentrer fortement quand on est au plus bas. Mais pareil, on va rater forcément le plus bas, personne n'arrivera à acheter au plus bas. Par
contre, on peut attendre d'avoir des éléments aussi bien en analyse graphique que des nouvelles économiques qui nous disent que ça y est, a priori, on est reparti sur un marché haussier et recommencer à acheter. Ce qui fait qu'au final, si on retourne sur le graphique, on se retrouve, si on prend du très long terme comme ici, voilà, c'est du très long terme, c'est-à-dire qu'on vend peut-être un petit peu avant le plus haut quand on sent que ça commence à sentir mauvais, ou quand ça commence à baisser, comme là on voit qu'on est passé vendeur, on vend, et on attend par contre les signaux positifs qui seraient certainement, vous voyez, quelques mois après la reprise de la hausse, par exemple en août 2019, il faudra aller regarder précisément les indicateurs, mais à mon avis c'est à ces moments-là qu'on est reparti haussier, et donc effectivement on a raté une partie de la hausse, par contre aussi on a raté les 2 ans de baisse si on n'est pas prêt émotionnellement à les subir. Donc voilà, c'est une autre stratégie, elle est excellente, personnellement je la fais pas parce que c'est pas ce que j'aime faire, je préfère acheter tous les mois sans me prendre la tête et j'ai pas envie d'avoir cette sensation de devoir re-rentrer dans le marché, mais je ne sais pas quand il faut rentrer. Émotionnellement, c'est pas quelque chose qui me convient. Il y en a d'autres qui le géreront mieux que moi. Et moi, je préfère justement gérer un portefeuille dans le rouge et ne pas vendre et savoir sur quoi j'ai investi et conserver pour le long terme, comme je le fais déjà depuis de nombreuses années. J'ai été dans le rouge, dans le vert, dans le rouge, dans le vert. On a eu 2018, on a eu 2020, maintenant on a 2022. Et c'est quelque chose que j'arrive à assez bien supporter personnellement. Mais faites-le que si vous êtes capable aussi de le supporter. Sinon, cette solution est aussi très bonne. Donc voilà pour la partie où ma stratégie ne change pas trop. Par contre, clairement, il y a d'autres points où j'adapte vachement ma stratégie. Notamment, il y a eu des moments, il y a peut-être 1 an ou 2, où j'étais plus cool, je me laissais un peu aller, je vivais bien, on voyageait pas mal, et puis voilà, on investissait, mais bon, on se faisait un peu plaisir. Là, en ce moment, c'est pas du tout le cas. En ce moment, c'est gagner plus, travailler à fond, et du coup, cet argent que j'obtiens en extra en travaillant, et ben en fait, alors oui, j'en mets une partie doucement sur l'investissement avec prudence, une autre partie c'était pour mon fonds de sécurité, clairement que j'ai augmenté en ce moment, on va parler juste après de pourquoi, et enfin, clairement, j'ai pas mal de cash de côté au-delà de ce fonds de sécurité. Et en fait, si je fais ça, c'est tout simplement pour pouvoir saisir des opportunités. Alors, on peut penser aux opportunités en bourse, opportunités en immobilier, en investissement de façon générale, mais pas que. Par exemple, une opportunité sur un business ou au travail, elle peut se présenter. Et dans ce cas-là, il faut être dans une situation financière propre et stable pour pouvoir la saisir. En effet, les opportunités, elles se présentent toujours de façon un peu aléatoire. Et quand on regarde de l'extérieur, on pourrait se dire ah, c'était de la chance, il a eu un coup de bol, etc. Et je pense que vous avez déjà entendu ça aussi. Mais pas forcément. En réalité, c'est qu'il y a des gens qui se sont préparés, qui ont mis de côté. Et au moment où une opportunité arrive, peut-être professionnellement, peut-être sur l'entrepreneuriat, il faut laisser tomber son travail pour aller monter un business parce qu'il y a quelque chose qui se présente devant nous, en immobilier, en bourse. Et en fait, la réalité, c'est qu'on était prêt, qu'on avait mis de l'argent de côté, qu'on avait appris, qu'on était tout le temps au top du top pour vraiment avoir beaucoup de valeur ajoutée sur le marché. Et au final, je pense que si vous êtes sur cette chaîne YouTube, c'est aussi ce que vous faites, vous êtes dans le même mindset, vous vous formez, vous préparez, vous repoussez toujours vos limites, ce qui fait que quand vous avez des opportunités qui vont se présenter comme en bourse, peut-être au travail, peut-être en immobilier, je ne sais, vous serez là avec votre stratégie, vous serez solide et vous serez capable de saisir les opportunités. Et pour ça, clairement, je vous félicite. Du coup, voilà, j'en ai fini avec cette longue conclusion et cette vidéo. J'espère cependant que ça vous aura intéressé. Comme d'habitude, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et on se voit dans la prochaine vidéo.